Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Dans l'actualité de ce vendredi, la Côte d'Ivoire célèbre la Tabaski demain samedi 9 juillet. Nous vous proposerons une série de reportages sur l'Aïd el-Kébir. Nous irons dans les gares routières, ensuite dans les marchés de bétail. Puis enfin, nous nous intéresserons aux rites sacrés tels que pratiqués par Abraham et suivis par les fidèles musulmans. Et une page noire dans ce journal, l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos est mort ce vendredi en Espagne. Il avait 79 ans et a régné sur le pays durant 38 bonnes années. Voilà pour le programme. La Côte d'Ivoire célèbre la Tabaski ce samedi 9 juillet et vous l'avez certainement constaté. Plusieurs domiciles se sont transformés en lieu de vente de bétail. On ne passe pas dans un seul quartier des communes du nord et du sud d'Abidjan, majoritairement, sans rencontrer des enclos devant les maisons. Mais d'où part cette idée? Combien rapporte ce business? Qu'en pensent les Ivoiriens? Les réponses dans ce reportage de Joël Gosset. Port-Boué 2, commune de Yopougon. C'est ici que Boubacar Traoré répare les appareils électroniques. Mais chaque année, à l'approche de la fête de la Tabaski, il enfile le manteau de vendeur de moutons. Je me débrouille un peu. Si je gagne un peu, il m'a payé un mouton. Et puis je viens déposer. Donc à la période de fête, je vends. Le mouton quitte à 5 francs. Il a pris 10. Après au moins 10 ans, je suis dedans. Voilà. Parce que j'aime ça. Boubacar ne se limite pas qu'à la vente de moutons. On m'a confié 12 moutons pour garder. Voilà, la veille, ils viennent prendre. Les gars me donnent 5 000. C'est ça, je me débrouille dedans. Cette vente occasionnelle lui permet d'avoir un peu d'argent. Ceux-là, ça c'est 200. Les 200, bon, il y en a 180. Et puis ça marche. Ouais, je me débrouille pas mal. Les enclos où sont paqués les moutons de Boubacar dérangent le voisinage. C'est désagréable. Avec les enfants qui circulent au milieu, là, bon, c'est pas du tout facile, mais au fait, c'est les animaux. Il y a un danger qui est là, même si le danger n'est pas imminent. Boubacar n'est pas le seul vendeur occasionnel de moutons. Ses deux frères vendent aussi leurs bêtes en bordure de route depuis 5 ans à l'approche de l'Aïd el-Kébir. Ils sont attachés devant nos portes. On surveille la nuit. Donc matin, à 5 h, on rentre coucher. À 10 h, on sort. Les moutons, on les héberge dans la bourse. Quand ils grandissent, quand la fête approche, on les envoie devant la cour, on les attache. Ce qu'on peut vendre, ce qu'on peut manger en famille, on mange en famille. Plus loin, dans la commune de Yopougon, précisément à la cité Bracodi, nous rencontrons un éleveur de moutons hors du commun. Il élève et vend son bétail dans sa résidence. Il s'agit de l'artiste-chanteur Ismaël Isaac. Il possède aussi une ferme située au kilomètre 17 sur l'autoroute du Nord. Et lui, c'est G7. C'est la race la plus chère. Lui, c'est Dragomba. Lui, là, c'est Hitler. Quand c'est comme ça, on se retrouve facilement. Voilà. Kwame est l'un des clients d'Ismaël depuis 4 ans. L'entretien est parfait. Et puis les bêtes sont de qualité. Je suis là pour plus de 5 bêtes. Et je suis là à 2,5 millions. En plus de sa renommée dans le monde de la musique, Ismaël Isaac est reconnu auprès de ses clients pour son sérieux et le traitement spécial qu'il accorde à ses bêtes. L'entretien, on ne joue pas avec l'entretien. Mes clients, ils aiment mes moutons parce que souvent ils me disent qu'il n'y a pas d'odeur dessus. Il y a des vétérinaires qui s'occupent de ça. Ils sont bien suivis, bien traités. Tout le temps, c'est nettoyé ici. Ils sont au moins 6 comme ça, 6, 7, c'est tout le moutons. L'élevage n'a pas de secret pour Ismaël Isaac. Ça fait 22 ans. Ici, il élevait. Parce que moi, depuis tout petit, j'ai aimé les bétails, surtout les moutons. Quand on me cherche, maman dit allez regarder dans les cours pour voir où il y a les moutons, vous allez retrouver Ismaël. J'ai connu les moutons même avant la musique. Que pense le voisinage de son activité? Cet habitant nous répond. Dans une grande cour, on ne voit même pas ces moutons. On ne sait même pas qu'on élève des moutons là-bas, sauf si on rentre. C'est pendant la Tabaski même qu'on sent qu'il y a l'élevage des moutons chez lui, parce que là, il y a beaucoup de clients qui viennent. La fête de l'Aïd el-Kébir s'annonce bien. Le pack à bétail gros de moutons et les petits vendeurs de moutons s'y mettent aussi pour satisfaire les acheteurs. Une période où ils se frottent les mains. Et cette pratique totalement inédite, découverte par nos équipes, à la veille de la Tabaski, les peuples du nord de la Côte d'Ivoire, majoritairement les Koyaka, les Maouka et les Odieneka, utilisent le fouet pour se frapper. Une façon pour eux d'exprimer leur joie en cette période de fête. Dans la commune d'Abobo, Koné Pargasoro Demadongui a rencontré des jeunes ressortissants du nord.
Ils se sont donnés pour mission de perpétuer cette tradition. Voyons voir si Pargassoro s'est lui aussi fait fouetter. Gare routière d'Abobo ce vendredi 8 juillet, veille de la fête de la Tabaski. Ces jeunes fouets en main doivent se rendre dans leur village pour la célébration de l'Aïd el-Kébir, la grande fête de la communauté musulmane. Mais avant, ils doivent respecter une tradition, c'est frapper avec des fouets. C'est un moment traditionnel, on s'en va fêter au village. Voilà, c'est toujours comme ça quoi. Ouais, c'est bien chaos. On prend ça pour se chicoter, c'est amusement. Oui, on fait ici et puis on s'en va faire aussi au village. Cette tradition reçue de leurs parents se transmet selon eux de génération en génération. Une tradition qu'il faut perpétuer. C'est entre les jeunes, il n'y a pas vieux dedans en tout cas. Ça c'est pas toujours bien. Même à présent. Ces jeunes assurent, ces jeux de fouet tissés avec de la peau de bœuf qui annoncent la fête de la Tabaski n'a jamais blessé, heurté ni perturbé les relations entre les filles et fils des régions qui la pratiquent. Voilà, la Tabaski, ce n'est pas seulement le mouton, pas seulement la bouffe, c'est aussi et surtout un rite religieux le matin, appelé la prière de l'Aïd el-Kébir, entendez la prière de la grande fête. Une prière à n'absolument pas manquer au regard de toute la portée religieuse, mais cette prière est aussi faite de symboles que le fidèle musulman doit obligatoirement connaître. Pour ceux qui les ignorent, pas de panique, l'imam Aboudraman Kamara nous explique tout dans ce reportage de Yacouba Koulibaly et Anisset Kona-Blessing. Nous sommes à la veille de la fête de la Tabaski. Si certains fidèles musulmans sont préoccupés par l'achat du mouton, d'autres sont à la recherche d'enseignements utiles pour la réussite de la prière de l'Aïd el-Kébir. Pour répondre à leurs préoccupations, l'imam Aboudraman Kamara de la mosquée Bilal de Grand Bassam se prononce sur le contexte de cette prière spéciale. L'origine même de l'immolation des bêtes pendant ces moments précis est venue par notre père Ibrahim alayhi salatu wassalam. Comment rattraper sa prière en cas de retard ou d'absence? L'imam Kamara donne des réponses. Celui qui vient en retard, qui trouve que les 2 rakats sont finis, cette personne-là, il peut faire sa prière de 2 rakats. Mais seulement, il n'a pas la mérite de la prière avec la jama'a. Il est bon que le musulman soit réconcilié, non seulement avec sa famille, mais avec les autres membres de la communauté. Une initiative de partage de connaissances saluée par des fidèles musulmans. Vraiment, l'imam nous a entretenus et on a été très heureux, personnellement été très heureux de son intervention. Je suis satisfaite des enseignements de l'imam. Nous avons beaucoup appris. Nous allons les pratiquer. La réussite des rites de la prière de l'Aïd el-Kébir est méritoire pour tout fidèle musulman, selon l'imam Kamara. En attendant donc le 9 juillet 2022, jour de la célébration de la Tabaski, chaque fidèle musulman a le devoir de s'instruire sur ce rituel. Quoi de mieux que de passer la Tabaski en famille, entouré des siens? C'est d'ailleurs une obstination pour plusieurs Ivoiriens. Ils ont investi les gares routières ce matin, direction les villes de l'intérieur du pays, avec une prédominance au nord et au centre. Des voyageurs bloqués pourtant durant des heures aux différentes gares d'Abobo et d'Adjamé. Les compagnies de transport font face difficilement à cet afflux de voyageurs, comme nous le montrent Clarisse Kayala et Anisset Kona-Blessing. C'est le grand rendez-vous ce matin pour ces voyageurs. Ce lieu, situé dans la commune d'Abobo, n'est pas une gare, mais un lieu de rencontre de convois à la veille de la fête de la Tabaski prévue ce samedi 9 juillet 2022. Sortis de sa maison depuis 5 heures du matin, Sita et ses sœurs sont obligées d'attendre de longues heures avant d'espérer retrouver leur famille pour la fête. Depuis matin, on est ici à 6 heures, on a duré ici, il n'y a pas de voiture, on ne sait pas comment de faire. On est encore là, en tout cas on a ticket, mais on est encore là, on n'est pas encore parti. Pour les chauffeurs, ces longues heures d'attente sont dues à plusieurs raisons. Bon, à cause de l'embouteillage là, c'est un seul voyage, parce que tu ne peux pas partir avec l'embouteillage là. Tu nous vois peut-être c'est vers 15 heures comme ça, on va quitter. Normalement, le transport c'est 3500. Mais comme c'est la fête, on a dit de payer 5000 avant de les déposer. Autre commune, même ambiance.
dans cette gare de la commune d'Adjamé. Abritant des véhicules en partance pour la ville d'Odiné, les passagers en file indienne avec des sacs de voyage à même le sol. Certains assis sur leurs affaires attendent les véhicules de transport qui se font rares à un jour de la Tabaski. Depuis hier, on a demandé ticket. On est venu, un ticket qu'on a eu là, c'est jusqu'à 16h. C'est embouteillé, on peut arriver à 1h même. Ces périodes de fête sont aussi des moments juteux pour les syndicats et chauffeurs, même si le coût du transport n'a connu aucune augmentation dans cette gare. Non, la fête, c'est pas comme ça, parce que ça marche. Donc quand ça marche là, il y a le nombre de camions, il y a plus de camions qui vont en convoi. Donc le peu qui reste à nous là, on est obligé de travailler avec eux. La Tabaski, prévue ce samedi, les fidèles musulmans engagés dans les préparatifs désirent se donner les moyens de passer de bons moments avec leurs différentes familles. Une centaine de béliers et une dizaine de bœufs offerts aux guides religieux, aux veuves et aux familles à faible revenu de la commune d'Anyama. Ce don de l'honorable Ibrahim Diakité, député d'Anyama commune, vise à apporter le sourire et de la joie aux populations de la cité. À cette occasion, des prières et des bénédictions ont aussi été formulées pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Parga se reconnaît Demadongui. Aïchatou Traoré, veuve et mère de 7 enfants, est toute heureuse. Depuis le décès de son époux, il y a de cela 8 ans, elle rencontre assez de difficultés pour s'offrir une bête pour la célébration de la fête de la Tabaski. Cette année, ses enfants et elle vont pouvoir délecter avec beaucoup d'appétit ces béliers qu'elle vient de recevoir. C'est un don de l'honorable Diakité Ibrahim, député d'Anyama commune. Elle n'a pas manqué de lui témoigner sa gratitude. Je suis très heureuse d'avoir reçu un mouton cette année pour la fête de la Tabaski. Depuis le décès de mon mari, les choses se sont compliquées pour mes enfants et moi. Aujourd'hui, grâce au député Ibrahim, nous avons séché nos larmes. Comme elle, de nombreuses autres veuves, mais aussi des imams, des prédicateurs et des responsables d'écoles confessionnelles islamiques ont également reçu leurs bêtes. De nos jours, vraiment, on a la difficulté même pour avoir des bêtes. Voilà, donc ici, par lui, on a eu, alhamdoulilah, c'est une grâce. Vraiment, ça nous va droit au cœur et ça vient avec un moment que beaucoup parmi nous sont coincés. Et c'est un exemple pour tout le monde qu'ils viennent de faire. Pour le donateur et ses collaborateurs, cet acte de générosité vise à apporter le sourire et de la joie aux populations de la cité de la Kola. Dieu nous dit, ces jours, on doit accepter pour partager. Il y a beaucoup de bénédictions dedans. À cause de la valeur, vraiment, en fait, don à nos frères musulmans. Parce que Dieu aussi a dit dans le Coran que si tu donnes 1, il te donne 10. C'est depuis 2006 que Ibrahim Diakité s'adonne à cette action de portée sociale. Cette année, ce sont une centaine de béliers et une dizaine de bœufs qui ont été offerts aux différentes couches sociales d'Anyama. Et cette page noire, en Angola, l'ancien président José Eduardo dos Santos est mort ce vendredi 8 juillet. En Espagne, il avait 79 ans et a régné sur le pays durant 38 bonnes années, de 1979 à 2017. Un destin à la John Kennedy ou encore Abraham Lincoln, l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe est mort ce vendredi à l'âge de 67 ans. Il a été touché par des tirs en plein meeting dans la ville de Nara, dans l'ouest du Japon. Pour en parler, nous sommes au téléphone depuis Osaka au Japon avec notre compatriote, le docteur Elder Akba. Bonsoir Elder, expliquez-nous les circonstances de ce drame. Bonsoir, monsieur Alassane Drabo. Alors aujourd'hui, 11h30 heure japonaise, c'est-à-dire 2h du matin en Côte d'Ivoire à Abidjan. Il y a le Premier ministre, l'ancien Premier ministre japonais, M. Shinzo Abe, qui s'est rendu dans la ville de Nara. Il faut dire que Nara, c'est une petite ville du Japon, ancienne première capitale du Japon, et vraiment une ville paisible, une ville calme et tout. Il s'est rendu dans cette ville-là pour un discours pour les élections sénatoriales de son parti politique. Et tout au début de son discours, on a entendu 2 détonations, 2 coups de fusil qui ont été tirés. Apparemment, il y a un coup qui a touché au niveau du cou et un autre au niveau du dos. Et on était vraiment tous consternés, c'est-à-dire à 11h30, midi là, tous vraiment inquiets et tout. On avait peur pour le Premier ministre et dans la soirée, autour de 17h, donc c'est-à-dire 8h au niveau de la Côte d'Ivoire, on nous a annoncé que le Premier ministre, l'ex-Premier ministre japonais, Shinzo Abe, n'a pas survécu au coup de fusil qui ont été tirés. Donc c'est vraiment le drame ici, et vraiment toute la population, tout le Japon, vraiment consterné, vraiment... Et est-ce qu'on en sait un peu plus justement sur l'identité de cet assaillant ?
Alors, au niveau de l'identité du tireur, il faut dire que son nom a été divulgué, tout le monde sait, Tetsuya Yamagami. Voilà, et pour tout ce qui concerne l'information sur son parcours, c'est un ancien Marines, c'est-à-dire force de défense ou bien d'autodéfense japonaise. Et donc, c'est peut-être toutes ses connaissances de l'armée, des armes, qui lui a permis de faire cette arme-là. Il a fait une arme artificielle, pardon, pas artificielle, désolé, il a fait une arme artisanale, ok. Et donc, c'est lui-même qui a conçu son arme dans sa maison. La police a fait une descente chez lui, dans son appartement. Ils ont pu collecter d'autres armes comme ça, artisanales, des bombes artisanales. Et c'est lui-même qui faisait tout ça. Il a fait ça parce qu'il n'aimait pas trop la politique de M. Shinzo Abe, le Premier ministre japonais. Et que voilà, il n'est pas affilié à aucun parti politique. Il n'a pas fait ça parce qu'il est contre on va dire, la vision politique de M. Shinzo, mais que c'était vraiment à titre personnel qu'il n'aimait pas vraiment la politique du monsieur, en gros. Le peuple japonais, on l'imagine, est sous le choc. Quelle est l'atmosphère qui y prévaut cette nuit? Alors actuellement, au Japon, c'est vraiment beaucoup de consternation, beaucoup de tristesse. Les gens sont vraiment, tout le monde est vraiment choqué. Parce que le Japon, il faut le dire, c'est un pays qui est vraiment en matière de circulation des armes. Vraiment, le niveau de sécurité est vraiment élevé au Japon. Et la sécurité est vraiment très dense ici. C'est compliqué d'avoir des meurtres, des crimes avec des armes. Et c'est pourquoi même celui-là qui a fait ça, c'est des armes qu'il a pu fabriquer lui-même de façon artisanale. Et c'est difficile de voir des armes circuler comme ça, comme dans d'autres pays. Et donc, si vous regardez des vidéos sur Internet, vous allez voir que la sécurité n'est pas aussi dense autour du Premier ministre. Et c'est parce qu'au Japon, les quelques meurtres, tout ce qui a eu lieu, c'est vraiment avec des armes blanches comme des couteaux, peut-être des machettes. Donc les attaques aux armes, aux fusils, aux pistolets, c'est pas quelque chose qui arrive. Du coup, on est tous étonnés, tous découragés de savoir que ça peut arriver au Japon, c'est arrivé. Et vraiment, c'est vraiment la désolation, la tristesse. Et la population japonaise continue d'aller faire déjà les premiers hommages sur le lieu du drame. Des bouquets de fleurs sont posés, des bougies et tout. Et vraiment, c'est la consternation totale et nationale actuellement au Japon. Merci beaucoup, Elder. Toute notre compassion au peuple japonais. Le 22 juin dernier, nous vous proposions un reportage totalement inédit, comme nous seuls en avons le secret. Il s'agissait du Bouk, chef de village à Nabankaa, un village sénoufo situé à 10 km de Ferkessédougou. La diffusion de ce reportage avait suscité une vague de commentaires. Ce soir, nous recevons l'historien, Dr Yala Moussa Koulibaly. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur. Mais comment se fait-il qu'un Bouk soit chef de village ? Merci infiniment, monsieur Darabo Alassane. J'avoue que c'est un honneur doublé de plaisir pour nous de nous retrouver ici sur votre plateau. Disons-le net, alors, le Bouk est perçu comme un chef et là, c'est un titre honorifique. Cela relève également du symbolisme, car à Nabankaa, il existe bel et bien un chef de village en la personne de Silué Kafalo. Il existe aussi un chef de terre qui est M. Soro Nambé. Donc, quand on dit que le Bouk est un chef de village là-bas, c'est purement, ça relève purement du symbolisme. C'est aussi un titre honorifique. Et à Nabankaa, on l'appelle Kafor, c'est-à-dire le chef. Alors, est-ce un pouvoir mystique, purement traditionnel? Parce qu'on a quand même du mal à voir des animaux, qu'ils soient symboliques ou non, mais accepter finalement qu'un animal soit leur guide. Alors, il faut rappeler tout de suite que ces cas de chefferie animalesque sont très rares en pays sénoufo. Mais dans la moitié des années de la décennie 80-90, il y a eu un cas, notamment à Linguédougou, situé à 3 km de Diara, département. Et là-bas, on avait un python qu'on appelle le fauve. Et ce fauve-là était vu comme un animal totémique chez les populations de cette zone-là. Donc le cas de Nabankaa est une chefferie atypique. Rarement vous allez rencontrer de tels cas. C'est pourquoi nous avons salué et félicité votre équipe de reportage. Très bien. Alors, il faut le dire aussi, le peuple sénoufo a une longue histoire avec les animaux. Les patronymes eux-mêmes sont issus, vous l'avez expliqué sur les réseaux sociaux, nous l'avons lu, de noms d'animaux. Oui, justement. Et là,
il est intéressant de parler plutôt de matronyme dans un premier temps. D'accord. Parce qu'il faut savoir que dans la société traditionnelle sénoufo, on avait ce qu'on appelle les fées, ou encore les kien, ou encore les tloug. Cela veut dire nom de famille. Et à l'époque, alors les noms de famille se transmettaient au niveau de la lignée maternelle. On parlait donc de matronyme. Et plus tard, avec les différentes migrations, on va commencer à assister donc à des noms qui seront transmis au niveau de la lignée paternelle. On parle donc de patronyme. Très bien. Et dans cette société, il faut savoir que les noms de famille sont en quelque sorte la reprise des appellations des animaux sauvages par moment. Et à ce niveau, il faut voir clairement la valeur positive que le sénoufo rattache à tel ou tel animal. Et là, nous allons citer quelques exemples. Quand nous allons dans la Bagoué, précisément à Boudiali... On aura l'opportunité, je vous le promets, de revenir largement là-dessus. Le temps qui nous est imparti est épuisé. Merci beaucoup, Dr Yalla Moussa Coulibaly. Merci aussi à vous de votre fidélité à nos programmes. Excellente fête de Tabaski à tous et à toutes. Merci.